j'ai plutôt une perspective textuelle, hein, de grammaire textuelle en linguistique. Et notamment, moi, je m'intéresse à tout ce qui est unité infratextuelle, phrase, période, séquence. Et en parcourant les coutumiers, en fait, je me suis rendu compte que c'était des textes qui avaient des caractéristiques textuelles très intéressantes. Alors, je me suis intéressé, là, ces derniers mois, à deux éléments qui m'ont particulièrement attiré. Il y a d'une part la gestion de la polyphonie dans ces textes, et notamment des relations dans le discours rapporté, plus largement entre discours citant et discours cité. Hein, nos coutumiers sont des textes éminemment polyphoniques, et donc les auteurs développent des stratégies pour distinguer ce qui appartient des paroles qui ont été véritablement prononcées, par exemple lors de reconstitutions, de procès, d'arrêts, et puis des paroles qui sont plus des interprétations ou des commentaires personnels. Donc ça demande de bien gérer ces deux types de discours. Et je me suis intéressé, et mon regard a aussi été attiré sur les cadres de discours, donc les cadres indexicaux d'interprétation de l'énoncé subséquent qui ont notamment été étudiés par Charol et Vigier, donc ces éléments spatio-temporels que l'on trouve aujourd'hui à la période contemporaine plutôt en tête de phrase, en tête de période, et qui déterminent un univers de vérité dans lequel trouveront à s'appliquer les prédicats subséquents. Bon. Et donc j'ai observé ce qui se passait ici, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de grande étude diachronique sur ces cadres de discours. C'est un phénomène qui a surtout été analysé dans la période contemporaine, notamment dans la pro-journalistique, dans l'écrit non normé. Et donc je voulais voir un peu, étant donné que ça rejoint des éléments sur le caractère thématique de la période, sur l'établissement de tel ou tel syntagme en thème de discours, peut-être qu'il y avait une variable à analyser. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de parler des deux, je vais essayer, mais je vais déjà m'arrêter sur le discours rapporté, et de façon générale, je me suis dit, le lien entre ces deux éléments de ce travail que je vais vous présenter, finalement, je me suis dit, c'est dire le droit, dire la juridiction, dans le sens étymologique du terme. C'est une petite astuce que juridiction, ius dicere, c'est dire le droit. Mais la juridiction, dire le droit, ça peut être dire la coutume, dire la loi, ça peut être dire l'esprit de la loi. Et on parle encore de la juridiction d'un juge, c'est-à-dire du domaine de compétence d'un juge dans un certain espace. Donc j'ai utilisé cette pirouette étymologique, lexicale, pour relier ces deux thèmes. Vous me pardonnerez, mais bon, je me suis dit autant être un peu chafouin. Je vais commencer alors par explorer un peu les stratégies de gestion de la polyphonie dans nos coutumiers, dans les textes. Donc j'ai exploré vraiment un certain nombre de documents dans notre corpus, pas tous, puisqu'il y en a un certain nombre qui encore maintenant ne sont pas encore numérisés et transcrits, mais j'ai essayé vraiment de regarder ce qui se passait du très ancien coutumier de 1250 jusqu'à la coutume de Penel 1771. Et donc j'ai essayé d'explorer la façon dont ces textes géraient la polyphonie, puisque par essence, ces textes sont polyphoniques, ne serait-ce qu'à leur niveau structurel, puisque vous avez, par exemple, dans la coutume réformée, ici c'est une capture d'écran que j'ai pris du facsimilé de Merville, 1731, vous avez le texte coutumier, l'article de la coutume, de cet usage oral consacré par le temps, si je reprends la formule de Greenberg. Et puis, à côté de ça, vous avez la glose, l'explication, l'interprétation du commentateur, donc qui va être dans un rapport de citation par rapport à cet article coutumier premier. Bon. Et évidemment, à côté de cette première strate de commentaires, les commentateurs mobilisent d'autres pensées, d'autres citations. Alors ça peut être des citations d'historiens, d'auteurs parfois littéraires, parfois d'anciens commentateurs de la coutume. Penel va faire référence à Banage, qui fait référence à Rouillet, qui fait référence au grand coutumier. Donc il y a toute une chaîne de citations que l'on peut voir se développer dans le temps, mais aussi des philosophes, de la rumeur populaire, et une part importante également de ces textes, c'est la riche aristographie. La semaine passée encore, Gwenaël Calment nous a rappelé brillamment l'importance de l'aristographie, des arrêts dans le droit coutumier, notamment en Normandie. Et donc il faut bien aussi inclure ces récits juridiques dans les textes. Alors, au niveau diachronique, il y a peu d'études, enfin c'est quelque chose qui notamment Marnette le déplorait en 2006, il y a eu peu d'études sur la polyphonie en diachronie. Alors évidemment, il y a la parole médiévale de Cerchiglini, 81, il y a Rosier sur le discours indirect, mais finalement, il manque encore, en tout cas je n'en ai pas trouvé, d'études d'envergure sur toutes les marques du discours rapporté, tant au niveau linguistique
qu'au niveau, on va dire, plus typo-dispositionnel, puisque j'ai essayé de regarder ce qui se passait, d'une part au niveau vraiment de la matérialité du texte, de la médialité, puisque certes il y a des indices linguistiques, des verbes de parole, d'introduction, mais comment est-ce qu'on gère dans les textes cette hiérarchisation? Et puis un peu la tarte à la crème du discours citant, discours cité, c'est la concordance des temps. On sait que c'est toujours compliqué d'adapter entre temps du discours, temps du récit. Il y a des paliers de difficultés à résoudre, et notamment je parlerai, je ferai un focus particulier sur l'emploi de l'imparfait, puisqu'il cristallise vraiment ces problématiques de discours apporté, discours citant. Alors pour ce qui est de mon arrière-plan méthodologique, je reprends une classification éprouvée, je n'ai pas innové, donc je vais distinguer, j'ai distingué par exemple ce que l'on appelle traditionnellement le discours direct, retranscription la plus pure, si je reprends ce que dit notamment Riegel, du discours d'autrui, notamment on va retrouver là la première personne, une mention de l'énonciateur, donc par exemple, exemple 1 issu de Penel, je vais rapporter la méthode de panache, donc le jeu ici c'est Penel, on est dans la glose, mais on va trouver du jeu par exemple. Alors, là, il y a un caractère. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas la police Junicode. Voilà, les petits carrés, ce sont des caractères spécifiques. Je suis désolé, je n'ai pas pensé à ça. Bon. Ici, c'est issu du TAC, donc j'ai vraiment essayé de reprendre la graphie. Où on va trouver des formulaires. Je fus pris en ma coutume avec le jeu. Donc ici, on n'est pas dans un discours qui a vraiment été prononcé, c'est plus une procédure de droit. Mais la mention de la P1 semble indiquer qu'on est là dans l'imitation la plus parfaite de ce qui pourrait être des paroles véritablement prononcées. Je distingue également du discours indirect, où là on va inclure le discours cité dans le discours citant, généralement grâce à un verbe de parole, par exemple dire ou penser. Et puis on observe à ce moment-là des transpositions, des marques du discours direct au discours apporté. La première personne devient une P3, un présent se change en passé simple ou en imparfait. Bon, à l'école, on aime bien, au collège, au lycée, nous faire ces tests de grammaire. Ça fait des contrôles de français très faciles à organiser. J'en ai eu fait lorsque j'étais prof de collège. Bon. Ça fait gagner du temps, c'est très mécanique. Donc par exemple, issu de Béraud, comme dit Barthes, etc., le Poutem, qui dit toutefois, en la legis quae omnia deploquo, que nous pouvons démentir, etc. Bon, rien d'exceptionnel ici. Et j'ai regardé ce qui se passait du côté du discours dit narrativisé, qui est une autre catégorie de discours cité dans lequel on est plus dans une perspective de résumé, de condensation des paroles par un tour elliptique ou une formule plus ou moins stabilisée, consacrée. On garde l'essence des paroles, l'idée, mais on ne va pas s'arrêter sur la retranscription. Donc par exemple, on trouve très souvent des termes comme le bailli cassa la sentence, c'est chez Banage, il lui accorda douaire. Le bailli n'a vraisemblablement pas prononcé exactement ces mots « je casse la sentence », mais il a fait une valeur d'acte dont l'esprit était de casser la sentence préalable. Donc on peut considérer ça comme une sorte de discours narrativisé, un résumé d'un texte ou de paroles qui ont vraiment été prononcées. Premier constat, je n'ai pas fait de statistiques précises, puisque moi, il m'intéressait davantage de voir un peu les dynamiques en diachronie, plutôt que de faire des statistiques pour cet aspect-là de mon étude. Je n'ai pas trouvé dans ces textes ce que l'on appelle aujourd'hui les discours directs ou indirects libres, qui jouent sur la confusion entre sur l'origine énonciative des paroles prononcées. C'est un genre de discours que l'on considère être comme assez moderne. On en a beaucoup parlé chez Flaubert, par exemple, au XIXe, qui était le roi du discours direct ou indirect libre. On retrouve toujours dans ces coutumiers une origine énonciative explicite du discours cité. Les auteurs précisent toujours qui a dit quoi. Et ça paraît à nouveau très légitime. Dans ce type de texte juridique, de spécialité, on a des problématiques énonciatives distinctes d'un texte littéraire, où on peut jouer au niveau stylistique sur l'effacement de l'origine pour créer différents effets. Ce n'est pas le cas ici.
Autre remarque, on trouve finalement peu de discours directs, y compris de la part des commentateurs eux-mêmes, qui s'expriment finalement peu en leur nom propre, à l'exception de Banach, comme je le montrerai juste après, qui est vraiment atypique dans ce corpus au niveau stylistique. On va surtout trouver du discours indirect et du discours narrativisé, et parfois, on peut avoir des difficultés, parfois, à les distinguer. Donc, par exemple, en 5 Angers, les enfants appelèrent de la saisie réelle et conclurent à ce que la main levée leur fut faite. Je peux considérer, j'ai tendance à considérer qu'on est plus sur du discours narrativisé, le fait d'appeler de la saisie. Bon, je les vois mal dire nous appelons de la saisie. Alors que, après, les conclusions de Maître Servin, avocat, qui dit que la propriété est pour les enfants, sauf aux créanciers, etc. Là, on est peut-être plus sur de la reproduction énonciative, avec ce passage au présent, dont je vais parler peu après, que l'on a étudié notamment avec Mme Calmin dans un article à apparaître dans l'information grammaticale en début d'année. Et puis, on retrouve ce type de formulaire, la sentence fut cassée, dans lequel on peut se demander encore si il y a un acte énonciatif derrière, si on est dans du discours narrativisé ou un geste juridique qui n'implique pas une parole. Est-ce que c'est performatif? Est-ce que le fait de dire « je casse la sentence », on est dans de la performation, du performatif, je ne sais pas. Au niveau de l'inclusion de la P1, j'en parlais rapidement, j'ai exploré un peu ce qui se passait, puisque la P1, c'est une marque de discours direct. On voit qu'elle est globalement peu représentée, à l'exception de Banach. Banach se distingue et s'exprime très régulièrement en son nom propre. Donc j'ai reporté ces chiffres-là avec le nombre total de mots dans les différents corpus, en donnant des pour 1000 plutôt que des pour 100, histoire d'avoir des chiffres un peu plus notables. Bon. Mais on voit que globalement, ne serait-ce que par rapport à la P3, la P1 est très rarement rencontrée. Il faut voir aussi qu'il y a sans doute un biais, puisqu'on peut exprimer une première personne autrement que juste par un jeu. Le fait de dire « mon opinion est que », c'est déjà s'investir énonciativement. Donc ça passe évidemment au travers des mailles de mon filet. Donc il faut poursuivre un peu cette variable-là, mais je pense que ça donne déjà un angle, voilà, une échelle de grandeur sur laquelle on peut déjà capitaliser pour la suite des commentaires. Bon. Ce qui m'a intéressé, étant donné l'un des avantages de travailler sur des facsimilés, sur des manuscrits, sur des originaux, c'est qu'on peut voir ce qui se passe au niveau typo-dispositionnel, qui est souvent un critère, un élément qui disparaît dans les transcriptions. Généralement, on a tendance à considérer que ce qui compte en linguistique dans l'étude de la langue, c'est le texte et l'orthographe, les variations graphiques, mais l'espace de la page, du parchemin, les blancs, les lignes, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement avec Mme Page-Kaiser, est signifiant et devient de plus en plus signifiant au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. On sait que l'invention de l'imprimerie, à côté du XVe, XVIe siècle, reconditionne l'accès au texte. Ensuite, les normes typographiques s'installent à la période classique jusqu'à avoir aujourd'hui les éléments de disposition sur la page que nous connaissons. Mais le fait de changer de ligne, d'aller au début du paragraphe, de faire un alinéa, participe à la lecture et à l'interprétation du texte. Donc moi, il m'a semblé intéressant de voir ce qui se passait au niveau typo-dispositionnel sur les effets de caractère. Et effectivement, on va trouver, avant la stabilisation typo-orthographique, typo-dispositionnelle que l'on connaît aujourd'hui, qui a été plus ou moins stabilisée à compter du XVIIIe siècle, différentes stratégies dans le coutumier. Donc, par exemple, vous aviez Rouillet, 1538, lui, il utilise le signe des barres obliques. Quand il utilise une barre oblique, ça veut dire attention, je passe à une autre strate de discours, je donne dans la citation, et s'il utilise des 2 points, ça va être dans les citations, avec un rôle plutôt explicatif. Tu me vendis 20 porcs, 5 sols, tu les eus, je te demande le porc, tu me réponds, barre oblique, ce est voir, mais je te baillais le porc, etc. Et c'est très régulier dans le texte de Rouillet. On trouve également le point comme répartition des voix du discours, de la polyphonie, notamment dans le TAC, dans le très ancien coutumier. Ça, c'est un signe qui a été abondamment commenté, que l'on trouve encore aujourd'hui dans la littérature contemporaine. Celui qui est resté dit, point, je fus pris en ma coutume, le point comme répartition des voix. Ça a été notamment analysé également dans la pro-journalistique contemporaine. C'est un symbole qui est assez connu. On va également trouver des italiques, par exemple dans Banach. On l'apprend de ses paroles, italiques, et nulle autre justice, ils n'ont plus en Normandie, etc. On a notamment ça lorsque l'on change de système linguistique. Lorsqu'un auteur, à partir
notamment de l'époque classique, fait une citation en latin, en grec, en italien, en vieux français, il bascule sur l'italique. Hein. C'est une convention typographique que l'on a encore aujourd'hui, mais qui apparaît dans le corpus au XVIIe siècle. Plus atypique peut-être, on va trouver des parenthèses chez Terrien, 1578, qui occasionnellement, ça c'est un signe qui n'est pas régulier, utilisent des parenthèses pour hiérarchiser les différents types de discours. Hein. L'arrêt donné le 3e jour d'avril, etc. On ouvre la parenthèse, la dite sœur prétendant avoir partage héréditable. Donc là, on est dans un système ambigu dans lequel la parenthèse a quand même un rôle de commentaire additionnel. Mais lorsque l'on fait l'inventaire de toutes les parenthèses que l'on trouve dans le texte, on a, alors je n'ai pas fait de statistiques exactes, je n'ai pas eu trop le temps de le faire, surtout parce que la transcription étant automatisée, certaines parenthèses ne sont pas passées au transcripteur, donc il aurait fallu que je revienne manuellement sur les pages et je n'ai pas eu le temps de le faire dans le détail. Mais à vue de nez, il y a entre 60, les bons 3/4, on va dire, des parenthèses qui ont un lien avec le discours cité. Donc, pour le compositeur de Terrien, il m'a vraiment semblé qu'il y avait un système ici qui se jouait entre le discours rapporté et la typographie. On peut trouver des majuscules chez Béraud, notamment dans la citation des termes de la coutume. Hein, de l'ouvrage de Béraud, vous avez l'article de la coutume, et lorsqu'il fait un commentaire très précis sur tel ou tel élément, il va le reprendre avec des majuscules. Hein, article 37, si un homme est pris en la juridiction basse ou moyenne, etc. Puis le commentaire, si un homme est pris, tout en majuscule, il faut entendre en présent méfait, donc on est dans un rapport de citation avec le texte coutumier. Et ça me permet d'embrayer sur un phénomène qui est assez intéressant, puisque généralement, en plus de ce phénomène typo-dispositionnel, nos auteurs, dans les coutumiers, font quand même une distinction entre ce qui relève de la citation de la coutume, hein, du droit coutumier, et les autres types de citations, les autres types de polyphonie, lorsque l'on cite un auteur, lorsqu'on cite le parti d'un procès. C'est notamment visible chez Penel. Penel utilise une innovation typographique dans le corpus qui est représenté exclusivement dans ce texte, donc 1771, qui connaîtra une très belle postérité, ce sont les guillemets, les chevrons. Chez Penel, il n'emploie les chevrons qui sont dans ce texte toujours fermants que lorsqu'il doit citer le droit coutumier. Notre ancien coutumier, chapitre 25, dispose que, fermez les guillemets, hein, qui a donc valeur d'ouverture de guillemets, les enfants, etc., etc. Et quand il termine la citation, il referme les guillemets. C'est le seul type de citation qui a droit à cette innovation typographique. Chez Terrien, on trouve également une autre stratégie lorsqu'on est dans une perspective de citation de la coutume, ce sont les italiques. Et à seront employés les derniers provenants, etc. Là, on a une citation d'un texte coutumier ou d'une ordonnance, quelque chose de légitime qui émane vraiment de la juridiction. Terrien reprend avec les italiques et auquel chacun se cotise volontairement. Hein, on va retrouver l'expression à la fin de la citation, un appel de notes, et puis à la suite, la note du texte. Bon. Bref, il y a vraiment une connaissance au niveau des compositeurs, voire des auteurs, hein, de ces différentes strates de citation. Alors, je ne me prononce pas sur l'origine de cette typo-disposition, puisqu'on sait que jusqu'à l'époque, avant l'époque moderne, il est quasi impossible de déterminer si on est face notamment à une ponctuation d'auteur ou une ponctuation d'éditeur. On sait que les imprimeurs avaient encore un grand pouvoir sur la matérialité du texte. À part certains auteurs comme Montaigne, on a retrouvé des notes qui explicitent vraiment qu'il est à l'origine de la ponctuation de son texte. Bon, on ne peut faire qu'ici que des hypothèses, à moins de faire du travail de recherche éditoriale plus précis. Je ne me prononce pas sur l'origine de ces choix. Mais fait est qu'ils existent, qu'ils sont réguliers, qu'ils sont systémiques dans nos coutumiers. Je passe de la typo-disposition aux verbes introducteurs, puisque cela fait partie évidemment des choses que l'on observe sur cette question du discours rapporté. Et on peut considérer que notamment dans le cadre du discours indirect, ils viennent suppléer, remplacer les marques typo-dispositionnelles. Autant lorsqu'on est dans le cadre d'une citation au discours direct, il faut une marque typographique pour marquer le départ, autant quand on a un verbe introducteur et une subordonnée de type conjonctive, ça fait déjà office d'indice d'introduction du discours cité. Donc parmi les verbes que j'ai retrouvés, je n'ai pas fait de statistiques, ça ne m'a pas semblé notable, en tout cas il n'y a pas eu vraiment de choses qui ont émergé. On va retrouver tout le réopage des verbes du dire et des variantes juridiques, on va dire spécialisées, du type déclarer, témoigner, répondre, qui peuvent avoir des sens plus ou moins spécialisés. Donc on a ça dans Rouillé, Banage, Béraud, rien de particulier ici. Pas de verbe relatif à l'activité de penser, uniquement de dire ou de faire. À nouveau, pour moi, là, il y a un effet de genre. Le fait de penser
dans le cadre de la juridiction, de dire le droit peut être difficilement manipulable. Ce qui compte, c'est les actes ou les paroles effectives. Donc le fait de penser, au-delà de la glose du commentateur, et même eux généralement les commentateurs sont très prudents quand ils pensent, ils préfèrent affirmer. Bon. Il y a cependant des nuances intéressantes qui ressortent. Notamment, on peut voir chez certains auteurs, par exemple chez Penel, qui fait une distinction entre le verbe dire et le verbe prétendre dans sa glose. Ça, c'est vraiment systémique. Lorsque Penel utilise dire, il convoque généralement la coutume pour faire une analyse juste, ce qu'il considérait être une interprétation légitime du texte de droit. Banage dit sous cet article, donc il cite un ancien juriste, qui n'est point nécessaire, etc. etc. Et lorsqu'on emploie le verbe dire, que Penel emploie le verbe dire pour introduire ce discours indirect, il est d'accord avec cette interprétation. Mais quand il utilise le verbe prétendre, à ce moment-là, c'est qu'il va introduire un doute sur l'interprétation. Des auteurs ont prétendu que les terres réunies, etc. Et la suite de la démonstration prouve que cette interprétation, que Penel va s'éloigner de cette interprétation. Le verbe prétendre n'est pas considéré encore au XVIIIe siècle comme étant d'un sens péjoratif, ou du moins la notion de péjoration n'est pas encore très forte. On a vraiment ce premier sens au début de tenir pour vrai, présumer pour vrai, sans qu'il y ait forcément de jugement de valeur sur l'intention de la personne qui prétend. Et on va même trouver encore sur cette période des expressions du type prétendre à tort qui prouvent qu'il faut un redoublement négatif pour orienter la polarité du verbe. Donc il y a ce type de petite nuance de hiérarchisation dans le discours rapporté qui est intéressante à noter. On a dire qui est peut-être senti comme un verbe générique, un peu plus neutre, un peu plus proche de la vérité, alors qu'une variété paronymique, synonymique peut-être, est senti comme enclenchant déjà une interprétation, un commentaire particulier. Bon, c'est à observer. Pour ce qui est du discours narrativisé, on peut relever également des choses assez modernes finalement dans les formules, notamment dès le très ancien coutumier, on retrouve l'expression mot à mot. Celui qui est resté répond mot à mot, dans Terrien, il le nie mot à mot. Donc on est dans du discours narrativisé par l'intermédiaire de cette formule qui dit que le prévenu, que la partie a répété comme il fallait tous les mots qu'il devait répéter, mais on ne va pas les réécrire. On fait confiance à l'interprétation. Bref, ce qui m'a surpris globalement en parcourant ces textes, c'est que contrairement à ce que je pensais, moi qui ne connaissais surtout du discours médiéval, du discours rapporté, notamment au Moyen-Âge, que l'ouvrage de Cerchiglini, c'est qu'on a une stabilisation finalement assez précoce du discours rapporté dans ces textes, au moins du point de vue typo-dispositionnel, et on trouve finalement peu de ce que Cerchiglini appelait le discours hybride, la parole hybride médiévale, où l'on ne sait pas qui parle, on a un glissement entre discours cité et discours citant. Et il y a un autre type de bascule qui est intéressant, c'est la prédominance du discours indirect au regard du discours direct. Et ça, à nouveau, il faut se replacer diachroniquement sur la façon dont le discours indirect était ressenti. Historiquement, le discours indirect, c'est le discours du vrai. On aurait tendance à penser aujourd'hui que c'est le discours direct qui est le plus proche de la vérité. L'enregistrement, les paroles telles qu'elles ont été prononcées, ce sont des paroles de vrai, mais en réalité, jusqu'à assez tard, jusqu'à la période romantique, jusqu'à la période moderne, c'était le discours indirect qui était la preuve de la vérité du discours cité. Dans les commentaires des Gaules, lorsque c'est Rosier qui le note, lorsque César écrit au discours indirect, c'est qu'il veut donner un effet de vrai. C'est lorsqu'il passe au discours direct que là, il prend une distance avec les paroles. Parce que le discours direct, on ne peut jamais le reproduire parfaitement. Il y a toujours des intonations, des pauses, des hésitations qui ne peuvent jamais être reproduites dans le texte. Et ça, on va le trouver dans Montaigne, notamment, qui dit que le discours indirect, c'est le discours du droit, par excellence. Ce n'est pas le discours direct. Donc c'est coutumier, même si progressivement le discours direct va prendre de plus en plus d'importance, on a encore cette notion historique du discours indirect comme discours de vrai. Donc on a vraiment cette perspective qui a été observée par Rosier, notamment dans les textes stylistiquement chargés, littéraires, mais c'est coutumier, le dire du droit, de juridiction, accompagne cette mouvance qui sera modifiée un peu plus tardivement.
Je vais évoquer maintenant les tiroirs verbaux. 15h30, oui, ça devrait aller. C'est bon, ça vous intéresse encore, j'espère. Évidemment, l'autre tarte à la crème, ce sont les tiroirs verbaux employés dans les discours cités par rapport aux discours citants, et notamment ce que l'on appelle généralement la concordance des temps. C'est toujours une opération assez intéressante à observer de la façon dont un auteur va basculer du système dit du temps du discours au système dit du temps du récit, si je reprends une opposition bien ancrée dans la tradition linguistique, et notamment l'emploi de l'imparfait et du passé simple. Donc on a par exemple chez Terrien une séquence où l'imparfait et le passé simple viennent remplacer dans le cadre du discours indirect ce qui aurait pu être par exemple un présent ou un passé composé. Il dit aussi avoir vu à juger par un curé qui demandait toutes les dîmes de sa paroisse, alors qu'on peut imaginer que le curé s'était exprimé au présent, je demande toutes les dîmes, etc. Donc il y a bien eu une translation au niveau des temps. Cela n'est pas sans difficulté parfois, et on peut observer occasionnellement des glissements entre ces deux systèmes linguistiques, entre temps du discours et temps du récit, pour créer des effets de sens un peu particuliers, qui par endroits peuvent apparaître comme des énalages ou comme un glissement quasi imperceptible entre le discours rapporté et la démonstration. Par exemple, chez Banage, on a un récit d'un arrêt que l'on a commenté avec Madame Calmin, qui commence sur un régime attendu. Elle disait qu'ayant trouvé son mari saisi de cet office, donc la plaignante explique les conditions dans lesquelles elle a trouvé, la situation dans laquelle elle se trouve. Elle y avait douaire, elle en avait récompense. Il n'était pas juste de prétendre que cette récompense sur les acquets, le douaire et les conquêts, sont de droits différents. Et là, on rebascule au présent. Et donc la question, c'est de savoir si là, l'auteur a rebasculé sur un genre de discours direct, et donc du coup il y a un focus qui se fait sur cette partie-là, ou bien, et ça me semble être l'hypothèse la plus probante, on glisse en fait sur l'explication générale, sur une démonstration, l'interprétation de la coutume, qui à ce moment-là doit se faire au présent. On ne va pas utiliser le passé pour expliquer, interpréter la coutume, on le fait au niveau au présent d'énonciation. C'est cependant relativement rare, généralement, lorsqu'on est dans cette relation discours citant, discours cité, dès l'époque médiévale, dès le TAC, le très ancien coutumier, on a une translation, Roger Nia contre ce qu'on casse à son escient, Navet recette, larron, etc. etc. Bon. Je passe rapidement, il n'y a pas de difficulté ici. Donc du coup, on a quand même une hiérarchisation assez fine, que ce soit au niveau typo-dispositionnel ou au niveau verbal, au niveau du système verbal. Il y a sans doute des effets de genre, du fait du texte juridique, de la gestion des univers de vérité, de comment les paroles ont été véritablement prononcées ou lorsqu'elles sont interprétées. Donc, ça peut biaiser par rapport à ce que l'on sait en diachronie du discours rapporté. Et puis, il y a le côté archaïsant des textes littéraires, qui a été relevé encore par Pierre Larrivé, qui montre que cette stabilisation est plus précoce dans le coutumier, il m'a semblé, par rapport à ce que j'ai pu trouver, au moins au niveau typo-dispositionnel. Donc ça serait encore une entrée textuelle, cette fois-ci, sur la façon dont les dynamiques du changement en diachronie ont pu être un peu plus rapides qu'on ne le pensait si on observe d'autres types de textes que les textes littéraires. Je vais refaire un point toujours sur cette problématique, sur l'emploi de l'imparfait, puisque c'est toujours un tiroir verbal assez difficile à analyser, avec une appréhension, une compréhension assez complexe de ce que cela implique au niveau temporel, modal, aspectuel. Je reprends l'expression bien connue de Wagner et Pinchon pour qui l'imparfait est considéré comme une sorte de présent du passé, même si on ne peut pas reporter les emplois du présent et sur les emplois de l'imparfait et de l'indicatif. On est dans deux domaines distincts. Ce que l'on met notamment en avant, c'est l'imperfectivité de l'imparfait. Pour reprendre l'expression de Martin, le terme du procès verbal est laissé totalement ignoré. Il peut y avoir une borne initiale, parfois même très localisée temporellement, mais on n'envisage jamais la fin du procès. On est dans de l'indétermination.
Ça, de prime abord, ça peut effectivement poser des problèmes sur l'interprétation coutumière. On peut envisager qu'une décision de justice soit bornée dans le temps à son début et à sa fin. Et effectivement, lorsque l'on observe un peu l'emploi de l'imparfait dans les textes, eh bien, on s'aperçoit qu'il est finalement peu présent dans les articles de la coutume réformée. Sur les 500 articles, sur un peu plus de 500 articles de la coutume réformée, on ne va trouver de l'imparfait que dans 24 de ces articles. C'est très très faiblement représenté dans la coutume réformée. On va surtout le trouver dans des emplois contraints, par exemple dans des structures conditionnelles. Exemple 24a, s'il n'y avait point de bien en cause, donc là on est dans des conditions particulières. Sinon, s'il faut exprimer une idée passée, on va plutôt utiliser un passé composé, les héritiers de celui qui a fait profession de religion, non pas de celui qui faisait profession de religion, 3 reliefs, etc. Les autres emplois de l'imparfait que l'on va trouver permettent de décrire des arrière-plans, et là, il me semble, c'est plutôt l'aspect duratif de l'imparfait qui est mis en avant. Ce dont son mari était saisi lorsqu'il l'épousa, qui lui serait depuis échu en droite ligne, constant le mariage. Bon. Rien de particulier. Il y a quand même quelque chose qui a attiré mon regard en parcourant mes occurrences, c'est l'emploi de l'imparfait pour envoyer à une sorte de passé juridique qui ressemble par endroits, qui m'a vraiment semblé de la façon dont les auteurs l'employaient à une sorte de passé mythologique de la coutume. Et on va le trouver en association avec des termes comme ancien, anciennement. Donc par exemple dans cet article, les sœurs ne peuvent rien demander au manoir et masure logés au champ que la coutume appelait anciennement ménage. Donc là on a un commentaire lexical, sur une expression, une terminologie particulière. On crée une équivalence entre ce terme de manoir et masure et ce terme de ménage. Mais du coup, ça s'accompagne d'un imparfait. Donc j'ai creusé un peu ce qui se passait ici. Et effectivement, dans la glose coutumière, quand on sort des articles de la coutume, quand on regarde un peu dans la glose, les auteurs eux-mêmes emploient finalement peu l'imparfait. Et lorsqu'ils l'emploient, c'est toujours, enfin, peut-être pas toujours, mais très régulièrement en association avec une ancienne époque de la vie, de la coutume. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des droits anciens, et puis un jour, la coutume est arrivée. Et donc, ce qui se passait dans le passé, c'était de l'imparfait. Ce qu'il y a maintenant, c'est du présent. Et on trouve finalement peu de passé simple. C'est un droit ancien en France qui donnait à la femme un plein pouvoir. On les appelait son pécule. Mais dans notre coutume, les biens ne sont pas réels. Et dans le Rouillé, dès le XVIe siècle, on trouve des occurrences du type « anciennement, on saoulait usé de records et de juges, etc. etc. » Bon. On a le temps mythologique d'avant la coutume, et puis on a maintenant la coutume, et donc cette opposition imparfait, présent. Et donc il y a une étude, je pense, à mener avec ces adjectifs du type ancien, ancienne, anciennement, ce qui se passe au niveau de la construction de la temporalité mythologique de la coutume, qui semble intéressant puisque la coutume, justement, il y a cette idée d'indétermination dans le temps, le fait que ce soit un usage consacré dans le temps, sans qu'il y ait vraiment d'établissement de bornes temporelles précises à l'origine. Bon. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus au niveau textuel, je pense, en lien avec l'imparfait. Et par endroits, ça fait même penser à ce que l'on a appelé, ce qu'on a pu appeler des imparfaits narratifs, par endroits. Bon. Avec là aussi des situations contradictoires en termes d'établissement de cet imparfait narratif, puisque des études disent que c'est, de ce que j'ai pu trouver, de Brett notamment, disait que c'était une innovation plutôt récente, issue du XIXe siècle. Pour Buridan, l'imparfait narratif existait déjà en ancien français, avec des exemples très convaincants. Donc, apparemment, l'imparfait narratif aurait gagné des lettres de noblesse à partir du XVIIIe, XIXe siècle, mais toutes les structures étaient déjà présentes en langue. C'est juste que les auteurs ne l'exploitaient pas. Peut-être une concurrence dans le système des temps, des tiroirs verbaux, avec le passé simple ou le prétérique, dont on sait que les attributions parfois recoupaient celles de l'imparfait en français moderne. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ces textes coutumiers pour revitaliser un peu les emplois de ces tiroirs verbaux du système, des verbes, il me semble, à l'écrit tout du moins. Ça peut être intéressant. Première conclusion, et puis je pense que je vais peut-être faire une pause là parce que c'est lourd. Après, je vous montrerai quand même mes belles courbes sur les quadratifs parce que j'étais très content de mes courbes.
mais je ne vais pas évoquer ça directement. Donc les conclusions, stabilisation assez précoce des normes dans le discours rapporté, de la polyphonie, de l'hétérogénéité énonciative, même si les normes typo-dispositionnelles que nous connaissons aujourd'hui n'apparaîtront qu'à partir du XVIIIe siècle. Encore une fois, si je reprends les études de Nina Katash sur la ponctuation, on a quand même des stratégies déjà bien stabilisées dans ces textes. Ce qui, du coup, élimine se déporte des remarques qu'a pu notamment faire les médiévistes sur les discours hybrides que l'on trouvait dans les textes médiévaux. Bon, dès le TAC, il n'y a pas d'hybridation, c'est qui parle, où et quand. Des choses intéressantes à regarder au niveau de l'imparfait, qui adoucit cette transition entre discours cité et discours citant, mais qui arrive à se polariser parfois assez nettement, de plus en plus, il me semble, du côté des temps du récit. L'imparfait dans le système temps du discours, temps du récit, on le sait, est un peu transfuge. On peut le trouver autant en association du présent et du passé composé, notamment pour sa valeur durative, qu'avec le passé simple et le conditionnel pour cette caractéristique de présent dans le passé. Mais on voit, il me semble, dans ces textes que cette polarisation, au fur et à mesure, va du côté de la mythologisation du temps passé que l'imparfait permet de créer. Bon. C'est à poursuivre, à regarder ce qui se passe au niveau du prétérit, des temps composés, il me semble et du conditionnel. Il me semble qu'il y a des choses à faire, en plus de l'imparfait, pour voir au niveau systémique si ces résultats contredisent ou affinent ce que l'on connaît par ailleurs de l'évolution du système verbal. Je ne vais pas parler des syntagmes quadratifs, juste pour dire que je m'étais intéressé notamment à 2 cadres de discours, l'expression « en Caux » sur le territoire de Caux, dont le terme apparaît notamment à partir de la coutume réformée au XVIe siècle, et l'expression « dans l'an et jour », qui détermine un cadre temporel. Ce qui apparaît nettement très rapidement, c'est que dans la glose, notamment, on peut voir que en Caux remonte progressivement en position préverbale, en tête de séquence, en tête de proposition. À part le texte de Merville, 1731, qui est très archaïsant sur cette variable-là, pour des raisons que je n'arrive pas à m'expliquer, on voit qu'au fur et à mesure, peut-être à cause d'une saturation de la position sujet préverbale, du coup, cela laisse libre une position à gauche du sujet pour introduire un cadre spatial. Et c'est encore plus notable pour an et jour, qui grimpe au fur et à mesure qu'on approche dans le temps à côté du XVIe siècle, pour vraiment se fixer pour environ 20% des occurrences, alors qu'on était quasiment à 0 au XVIe siècle chez Penel, en tête de séquence. Donc il y a de la progression au fur et à mesure. On n'a pas encore cette plasticité d'interprétation, ce cadre que l'on a en français moderne, mais on voit qu'au fur et à mesure, ces cadres de discours, ces cadres lexicaux gagnent, se stabilisent de plus en plus. Et là où Banach devient intéressant aussi, pour faire écho avec la présentation de Pierre Larrivé, c'est qu'on voit vraiment des occurrences pivots, il me semble, dans cette perspective. C'est-à-dire que chez Banach, on va à la fois trouver des occurrences telles qu'on en trouvait auparavant, qui ressemblent à des sortes d'ablatifs absolus, comme on en avait en latin, la coutume donnant l'an et jour pour exercer le retrait lignagé. Donc, c'est-à-dire avec un référent plus ou moins actant, sujet d'un verbe au gérondif ou au participe, une forme non tensée. Et puis, progressivement, en fait, on perd le verbe, on perd l'actant sujet pour garder que la structure temporelle, parfois introduite avec une préposition du type après ou durant, qui n'a plus sa valeur verbale, mais qui a vraiment une valeur prépositionnelle. Et donc Banach, encore une fois, à l'époque classique, semble être au XVIIe, semble être un bon témoin pour observer ce pivot dans les textes. Conclusion générale, c'est très bien d'analyser ces coutumiers. L'homogénéisation générique, énonciative, géographique, qui permet vraiment de faire ressurgir les variations endogènes, les variables appartenant vraiment au système endogène de la langue, permet, il me semble, d'avoir un accès privilégié à ces textes. Je vais m'arrêter ici, un peu de bibliographie pour celles et ceux qui voudront, très rapidement, et je vous remercie de votre attention.